Ravi de vous retrouver sur Arte pour un nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence avec cette image qui restera le 10 septembre 2024, le débat télévisé entre Donald Trump et Kamala Harris, les deux candidats à la présidentielle, symptomatique d'une Amérique coupée en deux, polarisée à l'extrême, et deux visions du monde qui se sont affrontées ce soir-là sur un plateau. Trump reprenant son slogan de l'America First, l'Amérique d'abord, qu'il avait fait gagner en 2016, se disant certain de pouvoir résoudre les conflits dans le monde, notamment par ses talents personnels de négociateur. Et à l'inverse, Kamala Harris, elle, qui remet le multilatéralisme au cœur de son projet diplomatique. Les deux candidats ayant cependant au moins un terrain d'entente diplomatique, la protection d'Israël, même si Kamala Harris est la seule des deux à rappeler l'horizon indépassable d'une solution à deux États. L'occasion pour nous de confronter ce qu'aura été la diplomatie américaine de Trump et celle de Biden au cours de leurs mandats présidentiels respectifs. Entre rupture et continuité, vous allez voir, sortons nos cartes. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont cherché à contenir l'influence soviétique, mais aussi chinoise, en Asie-Pacifique. Cette volonté d'endiguement va prendre, avec les guerres de Corée et du Vietnam, la forme d'une double ceinture de bases militaires dans le Pacifique. L'une qui part de Yokosuka, au Japon, siège de la 7e flotte américaine, passe par les îles de Guam, possession américaine, de Palaos, la Papouasie et l'Australie. L'autre qui part de la Corée du Sud, passe par Taïwan, les Philippines, pour rejoindre Singapour. Mais Pékin entend désormais chasser les États-Unis de ce qu'elle considère comme sa zone d'influence historique, l'Asie-Pacifique. La Chine n'a eu de cesse depuis plusieurs décennies de moderniser sa marine, qui est actuellement la deuxième au monde, avec 252 000 marins, derrière celle des États-Unis, qui compte 334 000 hommes. Au niveau régional, la Chine se situe loin devant le Japon ou la Corée. Elle utilise cette puissance pour annexer des îles en mer de Chine méridionale appartenant aux autres pays riverains de la région, tels le Vietnam ou les Philippines, au mépris du droit international. Au-delà de la puissance maritime dans la région, les États-Unis se fixent aussi comme priorité de ne pas se laisser dépasser par l'économie chinoise. Car le PIB de la Chine a connu, durant les 2 dernières décennies, une augmentation fulgurante. La croissance chinoise, même si elle connaît une baisse générale, reste supérieure à celle des États-Unis. Et la balance commerciale entre les deux puissances est largement déficitaire pour Washington. En l'espace de 20 ans, la Chine est donc devenue une véritable rivale stratégique et commerciale des États-Unis. Voyons donc quelles ont été les stratégies des gouvernements Trump et Biden face aux dangers chinois. Lorsque Trump arrive au pouvoir en 2017, Washington a déjà commencé à opérer, depuis 2011, un redéploiement des forces américaines vers l'Asie-Pacifique. Trump va confirmer la dimension prioritaire de ce pivot asiatique en l'élargissant au Pacifique et à l'océan Indien. Mais il va opter pour une stratégie en rupture, très contre-productive. Il va délaisser la Corée du Sud, Japon, Taïwan, alliés traditionnels de Washington, pour tenter une approche bilatérale avec Pékin. Cette approche va échouer et pousser Trump à se lancer dans une véritable guerre commerciale basée sur une augmentation des droits de douane et une incitation à la réduction des importations chinoises auprès des entreprises américaines. Dans le même temps, Trump retire les États-Unis de l'accord de partenariat transpacifique, alors que cette participation, en garantissant le leadership américain, permettait de marginaliser la Chine au sein de la région. Trump entame également un dialogue avec le nord-coréen Kim Jong-un, qui se solde par une reprise des essais de missiles de Pyongyang. L'arrivée de Biden à la Maison-Blanche en 2021 est donc un véritable soulagement pour les alliés de Washington dans la région. Le Japon reçoit l'envoi de troupes supplémentaires portant à 54 000 le nombre de militaires américains présents sur son territoire, le contingent extérieur le plus important au monde. Washington met également en place un dialogue trilatéral Japon, Philippines, Corée du Sud. Le Japon signe également des accords de défense avec l'Australie, le Royaume-Uni et Taïwan et se rapproche du Vietnam et de l'Inde. Aux Philippines, le nombre de bases militaires américaines passe en 2023 de 5 à 9, dont 3 situées à proximité du canal de Bashi, un passage stratégique qui permet à la Chine de rejoindre le Pacifique.
Enfin, Taïwan, dont l'annexion est l'un des objectifs prioritaires pour Pékin, obtient une promesse d'intervention militaire américaine en cas d'agression chinoise, au même titre qu'un partenaire de l'OTAN. Washington renforce également sa présence dans le Pacifique élargi, à Guam, où les Américains construisent une deuxième base, dans les Mariannes du Nord et au Palaos. Ils resserrent également leurs liens diplomatiques avec les îles Salomon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Biden relance également le Quad, dialogue quadrilatéral initialement économique entre les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie, structure créée en 2007 et mise de côté par Trump. Et en septembre 2021, Biden initie une alliance militaire avec l'Australie et le Royaume-Uni, baptisée AUKUS. Sur le plan économique, le gouvernement Biden a mis en place en 2022 un cadre économique pour l'Indo-Pacifique afin de faciliter les transactions commerciales entre 13 pays de la région et qui exclut la Chine. Néanmoins, sur le sol américain, le démocrate Biden s'inscrit dans la continuité de Trump, sur le maintien de droits de douane élevés avec la Chine, sur la relocalisation d'industries vitales pour la compétitivité et la sécurité américaine, sur la restriction des exportations technologiques sensibles vers la Chine. On l'aura compris, il y a donc relative continuité de Trump à Biden pour défendre les intérêts américains face à la montée en puissance chinoise. Il y a malgré tout une différence d'approche diplomatique entre les deux présidents, Biden ayant tenté, par l'entremise de son conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, de multiplier les rencontres avec les Chinois depuis 2021 en vue d'un relatif apaisement. Objectif, faire retomber la pression entre Pékin et Washington, d'autant plus que de nouveaux grands conflits sont apparus qui mobilisent la diplomatie américaine, les conflits Russie-Ukraine, Hamas-Israël et Hezbollah-Israël, deux conflits que Trump et Biden ne regardent pas du tout de la même manière. Après les ingérences russes pour favoriser l'élection de Trump en 2016 et la relation plus qu'ambiguë du président américain avec l'autocrate russe, l'arrivée de Biden au pouvoir réinstalle la méfiance historique de Washington vis-à-vis de Moscou. Et quand la Russie envahit l'Ukraine en février 2022, le gouvernement démocrate soutient Kiev sans faillir et au-delà, rassure par un engagement redoublé les pays d'Europe orientale, Pologne, États baltes et Roumanie, inquiets de l'expansionnisme poutinien. En 2 ans, les États-Unis ont apporté une aide à l'Ukraine de plus de 75 milliards de dollars. L'agression russe a eu pour autre conséquence de redonner une raison d'être à l'OTAN, un temps menacé par Trump qui considérait que les Européens devaient assurer seuls leur sécurité. En 2023 et 2024, l'Alliance s'est dotée de 2 nouveaux membres, la Finlande et la Suède. Et les dépenses militaires des pays européens ont augmenté en moyenne de 12,5% entre 2022 et 2023. Contraints de se réengager en Europe, les États-Unis vont être aussi sollicités au Moyen-Orient à la suite de la reprise du conflit israélo-palestinien à l'automne 2023. D'autant que dans cette région du monde, la politique de Trump a laissé des traces, avec le soutien sans faille du clan Trump à Netanyahou et aux courants les plus ultras de la droite israélienne, avec le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, et avec ce projet de plan pour la paix, réduisant la Palestine à une peau de chagrin de villes et zones discontinues, reliées par des ponts et des tunnels. A l'inverse, les accords d'Abraham, qui entérinent la normalisation des rapports diplomatiques entre Israël et les Émirats, Bahreïn, le Soudan et le Maroc, ont contribué à pacifier la relation entre Israël et le monde arabe. Mais cette première étape vers une normalisation s'est avérée sans effet sur le règlement de la crise palestinienne. Notons enfin que c'est l'élargissement possible des accords d'Abraham à l'Arabie saoudite qui aurait conduit le Hamas à lancer son attaque terroriste contre Israël pour les faire capoter. Biden arrivant au pouvoir remet en avant la solution à 2 États. S'il n'obtient pas d'avancée, il rétablit néanmoins l'aide aux Palestiniens suspendue par Trump. Mais le massacre du 7 octobre a tout bouleversé. Les Américains ont dû renforcer leur présence en Méditerranée, ainsi que l'aide militaire à Israël, pourtant déjà conséquente, avec 3,8 milliards de dollars par an. Si Biden n'a pas renoncé à infléchir la politique jusqu'au boutiste de Netanyahou, les nombreux déplacements du secrétaire d'État Anthony Blinken en Israël, en Cisjordanie, en Égypte, au Qatar, en Jordanie et en Arabie saoudite sont restés sans effet, alors que le conflit s'élargit.
Au Liban, entre le Hezbollah et l'armée israélienne, au Yémen, où les frappes des Houthis contre des navires commerciaux ont poussé les Américains et les Israéliens à des répliques. L'attitude vis-à-vis de l'Iran est l'autre point de divergence majeur entre Trump et Biden au Moyen-Orient. Prenant le parti d'Israël, le premier avait suspendu l'accord sur le nucléaire signé par Obama avec l'Iran et relancé un train de sanctions. Biden a tenté au départ de normaliser les rapports avec Téhéran en faisant débloquer 6 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés dans le cadre d'un accord d'échange de prisonniers entre les deux pays, à condition que cette somme soit employée dans un but humanitaire, mais le soutien de l'Iran au Hamas a rendu cet accord caduc. Voilà pour cet état des lieux de la diplomatie selon Trump et selon Biden. Biden qui, lorsqu'il laissera le bureau ovale à Donald Trump ou à Kamala Harris, laissera aussi à celui ou celle qui le remplacera 2 conflits majeurs non résolus, la guerre Russie-Ukraine, enlisée, sans perspective, un Proche-Orient à feu et à sang, de Gaza à Beyrouth depuis l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, et au-delà, un multilatéralisme moribond, sans oublier bien sûr une compétition sino-américaine qui n'est pas près de s'apaiser. Et pour aller plus loin, cet ouvrage de la chercheuse de l'IFRI, Laurence Nardon, qui publie cette géopolitique de la puissance américaine aux presses universitaires de France. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos et notre newsletter.